Bon, bah ouais, je vais vous parler du coup de médiation animale, de médiation équine en particulier. C'est un sujet que je connais parce que j'ai consacré ma thèse en fait à la médiation animale dans le but en fait de comprendre finalement comment on attribuait des nouveaux rôles aux animaux, voilà, dans la perspective effectivement d'alimenter une question de recherche que je poursuis depuis quelques années, à savoir comprendre finalement comment se renouvellent les rapports aux animaux, à certains animaux, dans les sociétés occidentales. Le titre de cette thèse, soutenue en 2011, c'est l'animal thérapeute, voilà, avec des guillemets, socio-anthropologie de l'émergence des pratiques de soins, et elle est parue. Donc là, je fais un peu de pub, mais le bouquin n'est pas là. C'est une pub totalement inutile. Qui est paru donc en 2014 sous ce titre, Penser avec les animaux, sociologie du soin par contact animalier. Donc qu'est-ce que j'explore dans cette thèse? Finalement justement, quel type d'acteurs mettent beaucoup d'énergie dans l'idée de créer en fait des nouveaux rôles pour certains animaux, et comment ils s'y prennent en fait pour défendre des modalités de relation avec les animaux qui sont pas consensuelles. En l'occurrence, l'hypothèse que je fais en fait dans ce livre, c'est que pour défendre l'idée qu'il est important d'interagir avec les animaux, d'une part de manière bienveillante et de l'autre part de considérer qu'en fait ce sont des individus singuliers qui ont une histoire particulière et une quasi-personnalité, en fait, pour défendre ce mode de relation là aux animaux, montrer que ce type de relation-là a des effets positifs sur la santé humaine est une bonne stratégie, et c'est précisément ces stratégies-là, qui ne sont pas d'ailleurs toujours conçues comme des stratégies, que j'explore dans ce travail. J'essaie de comprendre en fait finalement comment ces pratiques de médiation émergent, quel type de savoirs scientifiques sont produits à leur endroit, qui sont les promoteurs de ces pratiques, voilà, en dehors des praticiens, humains. Je rentre pas dans le détail, voilà, on pourrait y passer 3 à 4 heures. Juste une petite présentation générale, du coup, voilà. Médiation animale ou soins par le contact animalier, hein. Des enjeux terminologiques en fait qui ne sont pas anodins, parce que précisément le terme médiation, vous le connaissez peut-être, vous connaissez peut-être zoothérapie, vous connaissez peut-être équithérapie, thérapie assistée par animal, bref, il y a toute une profusion en fait de terminologie pour désigner une pratique qui globalement est assez similaire. L'idée qu'on va mettre en relation un animal vivant et un humain qui est en souffrance et en situation de handicap en vue de produire un bénéfice pour l'humain, et donc c'est ce que j'ai désigné sous le terme de soins par le contact animalier. Juste pour information, le terme médiation, en fait, quand on regarde l'histoire de ces pratiques-là, est relativement récent, donc il arrive en 2005, voilà. Et il est surtout très franco-français. Voilà, il n'y a qu'en France où on parle de médiation, alors que ces pratiques se développent ailleurs, justement, effectivement, à partir des années 1960, essentiellement en Europe de l'Ouest et dans le monde anglo-américain, donc des endroits et des périodes qui connaissent notamment une forte croissance du nombre d'animaux de compagnie et des marchés qui vont avec cette possession d'animaux de compagnie. On pourra en discuter un peu plus tard. Donc c'est une pratique qui, effectivement, malgré les mentions qui ont été faites hier, notamment de la reconnaissance des vertus bénéfiques, notamment de l'équitation, je n'avais pas conscience que c'était un truc qui était redondant dans la lecture sur l'équitation, le fait qu'on pointait ces bénéfices sanitaires. Ce qui se passe quand même dans cette moitié du XXe siècle, et qui ne se passe pas avant, c'est qu'on va essayer de formaliser cette pratique-là, de lui donner un nom, et de former des personnes qui vont être habilitées à mettre en relation des animaux et des humains avec un but de soin. Donc, essentiellement, qui pratique justement cette pratique de médiation, c'est plutôt des personnes qui sont issues du paramédical, voilà, des psychothérapeutes, des psychomotriciens,
des orthophonistes, des infirmières ou aussi des personnes qui sont issues de l'accompagnement des humains dans des problématiques sociales, donc les travailleurs sociaux. Donc plutôt des catégories de personnes qui sont spécialisées sur le soin au sens large des humains et qui sont en fait dans des positions subalternes professionnellement parlant, en fait, globalement assez dominées, notamment par le pouvoir médical. Alors en termes d'espèces, théoriquement, il y a beaucoup de gens qui vous disent médiation animale. Théoriquement, en fait, tous les animaux pourraient prétendre à devenir thérapeutes. En fait, dans les faits, c'est essentiellement des chiens et des chevaux. Voilà. D'où la raison de ma présence ici aujourd'hui. Alors j'ai figuré en fait ces deux espèces avec une espèce de mur bleu, voilà, pour bien représenter le fait qu'il y a, pour le coup, une étanchéité relative quand même entre ces deux mondes. Les pratiques cheval cultivant aussi cette particularité et revendiquant une spécificité en fait, de la pratique impliquant les chevaux versus un monde chien qui lui a moins de mal à parler par exemple de médiation animale au sens large, alors pour désigner des pratiques impliquant des chiens. C'est un truc aussi assez intéressant. Donc on a ces deux espèces et donc les univers sociaux qui vont avec, voilà. Puisque, indépendamment des gens qui pratiquent la médiation animale, en fait, vous avez tout un tas d'acteurs qui sont importants dans les univers autour de ces espèces. Donc, effectivement, pour les chiens, vous avez l'industrie de l'animal de compagnie qui, en fait, est un acteur majeur dans la promotion de ces pratiques, dans le financement des recherches, dans la structuration des réseaux, etc., etc. Notamment pour légitimer en fait, l'idée que en fait, avoir une relation de compagnie avec un animal, c'est quelque chose qui fait du bien, pas uniquement aux propriétaires, mais également à la société dans son ensemble. Je reviendrai un peu là-dessus. Des vétérinaires pour animaux de compagnie, pas tous les vétérinaires, des associations de protection animale et aussi les autorités des sports équestres. En fait, tous ces acteurs-là, à un moment donné, vont s'impliquer dans la promotion de la médiation animale en mettant en avant notamment le fait que les praticiens ne sont pas assez organisés, qu'il n'y a pas assez de savoirs scientifiques qui sont produits pour montrer par A plus B que ça fonctionne, et donc ils vont du coup financer énormément de choses qui sont censées devoir aider les praticiens pour qu'enfin ils soient légitimes. Bon, l'histoire, ça se passe pas tout à fait comme ça, mais c'est pas l'objet de cette présentation. Ce que j'aimerais vous présenter, en fait, c'est à partir en fait de l'évolution en fait des pratiques qui impliquent la médiation équine en France et aux États-Unis. En fait, comment chacune des nouvelles pratiques qui se développent, en fait, dit quelque chose des ambitions globales de ces pratiques-là et de ce qui se passe dans ce monde social-là. Alors, la première forme en fait de contact entre le cheval et le handicap, il se fait à travers justement l'équitation adaptée. Dans les années 50-60, ont été mentionnés ici les Jeux d'Helsinki en 52. C'est effectivement un peu la date de naissance officielle de l'équitation adaptée, si on en croit la littérature, puisque c'est la fameuse médaille de Lisa Hartel, qui est une première personne qui s'est remise d'une polio, du fait de son amour pour l'équitation. Aux États-Unis, conjointement, se développe le Riding for Disabled. Et donc, ce qu'il y a de commun dans ces pratiques, vous l'avez compris, c'est qu'on est sur une équitation en fait relativement classique, mais qui se donne les moyens d'être adaptée aux personnes qui sont porteuses d'un handicap moteur et qui ont envie de faire de l'équitation. Ce qui se passe dans les années 60-70, c'est que, ayant mis en gros ces personnes-là à dos de cheval, les ayant fait bénéficier justement des formes d'apprentissage aussi de techniques équestres, on se rend compte que peut-être il y aurait intérêt à formaliser une pratique plutôt
dans le sillage de la kiné, qui viserait en fait à rééduquer la posture, faire travailler le tonus musculaire par la pratique de l'équitation. Donc vous avez la rééducation pour l'équitation, riding for rehabilitation, donc une équitation classique, mais qui, du coup, introduit l'idée qu'il y aurait un usage thérapeutique ad hoc pour des troubles moteurs. Donc on est là, une première phase en fait d'affirmation dans la terminologie et aussi dans les acteurs qui s'y investissent, donc les kinés en particulier, de l'idée qu'il y aurait une thérapie à part entière. Pourquoi c'est important de signaler ça? Parce que ce mouvement d'affirmation en fait, du statut de thérapeute, il se poursuit dans les années 70-80, avec en France le développement de la thérapie avec le cheval, ou des thérapies avec le cheval, c'est souvent au pluriel, et l'hypothérapie aux États-Unis. Et là, on est en fait sur des pratiques qui sont vraiment clairement affirmées comme étant des pratiques thérapeutiques avant tout, pour traiter des troubles, non plus des handicaps psychomoteurs. Voilà. Donc on est là aussi sur des pratiques qui sont qui se développent dans le sillage du développement aussi de la psychomotricité qui prend son envol à cette époque-là. Et puis, dans les années 2000, là aussi en France et aux États-Unis, c'est à peu près à la même période, vous avez des pratiques qui sont toujours thérapeutiques, mais qui se proposent non plus de traiter uniquement les troubles psychomoteurs, mais vraiment d'aller sur les troubles, entre guillemets, purement psychiques, en fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec le rapport au cheval, s'occuper de troubles de l'attention, de troubles du développement, voilà, travailler sur les émotions, etc., etc. Donc on est vraiment sur des pratiques très psychothérapeutiques, en fait, qui impliquent le rapport au cheval. Donc, ce que je vais vous montrer dans cette première, à travers cette évolution, c'est qu'on a un processus en fait de montée en thérapie, c'est-à-dire qu'en fait on passe de pratiques qui sont en fait des pratiques de sport adapté, tout simplement, à des pratiques qui globalement revendiquent le statut de thérapie. Et puis ce passage-là, en fait, cette évolution-là, elle est aussi concomitante d'une autre évolution qui est celle donc d'un passage de question du handicap physique à des problématiques qui sont d'ordre psychique. Et on observe aussi une redéfinition de ce qui compte dans cette activité-là, à savoir initialement quelque chose qui relève de l'apprentissage de techniques équestres et l'adaptation d'un environnement qui va permettre que ces techniques équestres puissent être apprises, voilà, dans le but justement de faire des choses au cheval, en simplifiant, à des pratiques où le cœur de l'activité est de produire une relation avec le cheval. C'est essentiellement ça dont il est question, donc des pratiques aussi qui, comme souvent les thérapies, les pratiques psychodynamiques, impliquent justement l'implication personnelle du soignant, l'implication personnelle de l'outil, ici l'animal, et dans le but justement de faire émerger la vraie personnalité de la personne qui se retrouve soignée dans ces pratiques-là. Donc on a cette première évolution de ce que j'ai appelé donc une montée en thérapie de ces pratiques-là. Et ce qui est clair, en fait, c'est que cette montée en thérapie, elle se traduit aussi par une mise à distance de l'équitation. Et on en trouve un excellent exemple dans le manifeste, alors je crois que c'est moi qui l'appelle le manifeste, c'est pas vraiment un manifeste comme tel, de la FENTAC, de la Fédération nationale de thérapie avec le cheval, qui a été envoyé en fait par les praticiens de cette association-là aux haras nationaux à cette époque. Et on retrouve à peu près la même dynamique aussi aux États-Unis avec l'hypothérapie. Alors qu'est-ce que ça dit en fait ce manifeste? C'est tout simplement en fait une affirmation de plusieurs principes. Voilà. Et en fait, nous sommes des thérapeutes. Voilà, c'est clairement dit. Nous sommes des médicaux ou des paramédicaux. Alors on est aussi cavaliers, voilà. Mais ce qui est clair, le message, c'est que nous ne sommes pas moniteurs d'équitation. Le message en creux, c'est celui-là, vous l'avez compris.
Donc on possède les connaissances théoriques et pratiques indispensables, ce qui nous amène à définir nos activités différemment. On abandonne rééducation par l'équitation pour adopter donc la formule thérapie avec le cheval. Donc thérapie avec le cheval, donc le terme est important, voilà, donc on parle de thérapie, donc c'est encore une fois pour affirmer l'identité de thérapeute. Finalement, on va être avec le cheval et non pas par le cheval, pardon, avec cette idée qu'on va sortir d'un rapport instrumental en fait à l'animal avec cette évolution-là. Et puis cheval à la place d'équitation. Voilà, on affirme justement qu'en fait il y a de la place pour le rapport au cheval en dehors du cadre strict de l'apprentissage des techniques équestres et en l'occurrence de la monte, puisque effectivement l'équitation avant tout c'est la monte. C'est vrai que ça a été du coup rappelé hier à plusieurs reprises, donc prenons acte du fait que l'équitation c'est la monte, mais que en tant que thérapeute finalement peut-être que monter sur un cheval c'est pas forcément super intéressant pour certaines problématiques en fait, tout simplement, selon l'individualité du patient. Ça fait pas forcément sens à ce moment-là, donc du coup la monte devient optionnelle en fait, dans ces pratiques-là, et c'est ce qui est affirmé très clairement. Donc, en résumé, le fait de s'affirmer comme thérapeute, donc de changer d'univers professionnel, de changer d'identité professionnelle, ça permet de défendre légitimement une nouvelle vision du cheval et une nouvelle vision du rapport au cheval, donc en dehors du cadre de la culture équestre. Et c'est vrai que quand on revient en fait là aussi, je vous remets mon petit tableau qui est l'évolution en fait de ces pratiques-là, et notamment l'évolution des terminologies, je pense que vous y avez fait attention. On voit que de fait, équitation adaptée, il est fait mention d'une activité. Le cheval donc est vu, entre guillemets, à travers la pratique de cette activité, la monte, voilà, donc est vue comme finalement une monture dans cette activité-là. Dans la rééducation par l'équitation, on accorde aussi de l'importance au fait que le cheval soit un animal particulier et que son corps, voilà, c'est pas uniquement l'activité qui est importante, c'est aussi le corps du cheval, la spécificité du corps du cheval qui produit un effet thérapeutique. Donc les montures et un peu corps, mais c'est vrai que la mention dans la terminologie, c'est quand même l'activité, c'est quand même l'équitation. Et dans les années 70-80, vous avez l'affirmation, comme ça vient d'être dit dans le manifeste de l'attaque, mais c'est vrai aussi en hippothérapie, que finalement le cheval en dehors peut être considéré en dehors en fait de la pratique équestre, voilà, donc thérapie avec le cheval ou hippothérapie, voilà, hippothérapie, c'est pas du coup pratique équestre, et on va affirmer justement que le cheval est un corps. Voilà, un corps qui ne sert pas juste à être monté, et aussi qu'il a un psychisme particulier, qu'il a en fait une sensibilité aux émotions des autres, aux siennes aussi, qui en fait finalement un partenaire intéressant. Voilà. Et c'est l'association de ces deux dimensions, le fait que ce soit un corps particulier, un psychisme particulier, qui en fait un élément intéressant dans le prisme, dans le cadre de la psychomotricité. Et puis plus radicalement, dans les années 2000, vraiment, on a l'affirmation très clairement d'une forme d'une focale sur le psychisme du cheval. En fait, il est dit dans ces pratiques-là que l'individu cheval, les individus chevaux, dans leur diversité d'individualité et de personnalité, ont un psychisme particulier, des psychismes particuliers, qu'il est intéressant de faire rencontrer avec d'autres psychismes particuliers, que sont les personnes soignées dans cette affaire-là. Et donc, voilà, vous voyez bien qu'en fait, il y a un double mouvement, ce mouvement en fait, d'extraction, entre guillemets, de la culture équestre, en tout cas de l'identité professionnelle équestre, l'affirmation donc d'une pratique thérapeutique qui va avec l'affirmation du fait que le cheval est plus qu'une monture, voilà, potentiellement une monture, mais pas uniquement, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce soit un individu doté d'un psychisme, d'émotions et d'humeur, voilà, d'une personnalité
qui en font du coup un partenaire intéressant dans ces pratiques-là. Donc vous voyez que les évolutions là que je viens de vous décrire, elles vous rappellent sans doute des choses, voilà. Et on peut effectivement interpréter le développement de la médiation équine comme finalement étant l'avatar des nouvelles cultures équestres que Jean-Pierre Digard a décrites il y a maintenant quelques années quand même, pour effectivement désigner ce qu'il entrevoyait voilà, de ces nouvelles manières de pratiquer l'équitation, caractérisées donc par leur caractère baroque, le fait qu'on mélange plusieurs types de techniques, qu'on prend de distance par rapport à l'académisme équestre, qu'on valorise un aspect ludique versus une pratique qui serait axée donc, sur l'effort et la compétition. Donc ça c'est la dimension hédoniste qui affirmait aussi. Et troisième élément de ces nouvelles cultures équestres, la dimension sentimentale, donc un nouveau rapport au cheval qui s'affirme différemment en fait du respect qu'on avait au cheval dans la culture équestre, on va dire classique, qui se thématisait en termes de tact équestre, qui était thématisé comme tel, et qui est remplacé donc, dans les nouvelles cultures équestres par l'affirmation de sentiments, voilà, donc l'amour du cheval, voilà, plus uniquement en termes de respect comme un devoir moral, mais en termes d'amour, en termes d'affection, voilà, c'est ça le registre. Donc ces nouvelles pratiques, je pense que vous en connaissez certaines, qui illustrent bien ces nouvelles cultures équestres, qu'on ne retrouve pas uniquement dans ces pratiques, qui se retrouvent aussi sans doute dans les clubs, avant les clubs d'équitation aussi, mais certaines pratiques illustrent plus que d'autres ces nouvelles cultures équestres, donc la montée éthologique, les chuchoteurs, c'est dur à dire, qui du coup, en fait, justement du fait du recours à l'éthologie du cheval, à la science éthologique qui défend la connaissance en fait, du cheval dans son milieu naturel. Peut-être c'est un peu un raccourci quand je dis ça, mais en tout cas c'est la manière dont ces savoirs-là sont réappropriés dans ces pratiques-là, qui vont défendre en fait l'idée qu'il faut avoir des rapports plus naturels avec le cheval, plus doux, sous-entendu, ce qu'ils ne sont pas dans la pratique équestre classique. D'autres pratiques illustrent justement ces évolutions, notamment le fait que justement, en dehors de la culture équestre et du monde équestre, il y a de plus en plus de personnes, voilà, donc ça resterait à encore objectiver, mais Digard en parle déjà au milieu des années 90, qui possèdent un cheval sans le monter, et qui refusent de le monter pour des raisons qui les concernent, souvent parce qu'une critique implicite de l'équitation. Donc, le cheval potager, les équipiétons, les hors-structures, voilà, le cheval d'agrément, en fait, toutes ces pratiques-là, qui, selon Digard, en fait, font courir un grave risque sur le monde équestre, puisqu'ils font sortir le cheval du domaine de l'utilité. Et subrepticement, non, c'est pas le bon terme, insidieusement, je pense que c'est le terme qu'emploie Jean-Pierre Digard, elles amènent l'idée qu'on pourrait considérer finalement le cheval comme un animal de compagnie. Donc Digard, effectivement, assez catégorique, dit en gros le cheval est coincé, le cheval intermédiaire, coincé entre l'animal de rente et l'animal de compagnie. De fait, pour lui, en rendant finalement le cheval inutile, entre guillemets, on va l'amener du côté de l'animal de compagnie. Alors, est-ce que ça s'applique terme à terme à la médiation équine? Oui et non, enfin en partie, je ne sais pas comment le dire, la médiation équine assume très clairement sa distance vis-à-vis du monde équestre. Voilà, il s'agit donc de créer pour ces personnes-là une nouvelle identité professionnelle en nouant des alliances avec d'autres univers professionnels, donc en l'occurrence les professions de soins des humains, en disant en fait c'est ces savoirs-là, c'est ces organisations-là qui nous dictent la bonne manière de procéder et finalement de mobiliser les chevaux dans nos pratiques-là. Parce que en fait, les objectifs thérapeutiques, ils sont fixés par ces professionnels du soin aux humains. C'est à eux qu'on devrait faire. Et si... je speed, c'est ça. Ok. Voilà. Et donc si effectivement être à côté du cheval, ça a un intérêt
d'un point de vue thérapeutique, bah, okay, on passera une séance à côté du cheval, à pied. Et puis voilà, quoi. Mais pourtant, ce que j'aimerais vraiment insister là-dessus, en fait, très clairement, il n'y a pas une contestation frontale de la mise au travail des chevaux, en fait, avec la médiation. Elle propose finalement la médiation une nouvelle forme de travail, et voilà, donc on ne sort pas vraiment du domaine utilitaire. Je fais un petit détour par la médiation canine, et il me reste, rapidement, il me reste deux slides. En fait, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'en fait, si on dit en gros les animaux de médiation tirent du côté des animaux de compagnie, sous-entendu, les animaux de compagnie, c'est le modèle au chien, on peut se demander légitimement pourquoi finalement il y a de la médiation canine, parce qu'ils sont déjà animaux de compagnie, donc il y a un truc qui ne va pas. On parlait du rapport au concept, Hélène en a parlé tout à l'heure, je trouve que le concept d'animal de compagnie mériterait d'être plus largement exploré. Ce que je voulais vous montrer, en fait, quand on fait l'histoire de la médiation canine, finalement, on observe une progression à peu près similaire à celle que je vous ai décrite à propos des chevaux, c'est-à-dire qu'en fait, on a des pratiques initialement qui sont des pratiques d'assistance aux personnes en situation de handicap physique, voilà, avec notamment les chiens guides qui se développent au début du XXe siècle, puis les chiens écouteurs pour les personnes sourdes, on ne connaît pas trop en France, mais surtout aux États-Unis. Au milieu des années 70, vous avez les handi-chiens, donc c'est ces chiens qui aident en fait les personnes qui sont en fauteuil. Et puis vous avez, dans les années 70, des chiens qui sont des chiens de thérapie thématisés comme tels. Donc là, on a effectivement le même glissement de cette même montée en thérapie, en passant effectivement de pratiques d'assistance à des pratiques vraiment affirmées comme thérapeutiques, du handicap physique aux troubles psychiques, voilà, et du registre technique au registre relationnel. On retrouve effectivement ça, le fait qu'on va apprendre aux chiens initialement et aux maîtres du coup à exécuter un certain nombre de commandes pour faire des choses ensemble, à des pratiques où en fait on va apprendre à interagir ensemble, à être dans la relation, à exprimer des émotions, etc. Donc je trouve que c'est intéressant de rappeler qu'en fait on a un mouvement qui est assez similaire. Et que donc la médiation ne transforme pas les chiens en animal de compagnie. Au contraire, et je vais passer là-dessus assez vite, la médiation se développe justement pour venir répondre aux critiques adressées aux propriétaires d'animaux de compagnie, à savoir que ce sont des animaux inutiles, traités du coup avec un soin forcément excessif, puisqu'il n'y a pas d'utilité à entretenir ces animaux-là, si ce n'est le fait de les entretenir. Donc la médiation, en général, est une manière de revaloriser la relation de soins aux animaux, en la rendant utile aux humains. Et c'est vrai que quand on observe les pratiques de médiation, l'activité de soins est vraiment centrale en fait. C'est-à-dire qu'on va passer beaucoup de temps à nettoyer, à penser, à brosser, à caresser les chevaux, mais aussi à les nourrir. Alors je dis les chevaux, mais ça marche aussi pour les chiens, hein, voilà. On va les nourrir, on va les nettoyer, les équiper. Parfois ça occupe des séances entières. Et donc ce qui était en fait, pour revenir à la question ACA, ce qui était en fait thématisé comme des formes d'à côté de l'équitation, voilà, qui était censé préparer à la monte, donc le ponçage, le soin, le nourrissage, etc., devient avec la médiation le cœur de l'activité, d'où l'idée de revalorisation. Donc la médiation équine, c'est une nouvelle forme de travail équin, un travail relationnel dans lequel le soin, c'est une modalité centrale d'interaction qui est à la fois le but de l'activité et le moyen par lequel il est atteint. Et c'est intéressant de voir effectivement si les chevaux peuvent devenir soignants à un moment donné, c'est parce qu'ils sont soignés. Ça c'est assez intéressant. Et j'arrête. Je saute sur ma conclusion. Voilà, j'arrête. Merci. Bonjour, merci pour cette intervention, merci pour cette historique. Je vais me permettre de continuer l'histoire puisque vous avez arrêté l'historique en 2000. La Fédération française d'équitation, effectivement, est investie depuis de nombreuses années dans l'équitation adaptée, comme vous avez pu le présenter. Et puis en 2017, elle s'est engagée dans la démarche Cheval et Diversité, et qui a placé la médiation au cœur de son engagement. La médiation, il y a une définition qui a été posée, et notamment avec l'IFCE, sur vraiment cette démarche d'accompagnement dans le parcours de vie des personnes, qui place le cheval dans ce qu'il est, son fonctionnement de proie,
et se dire on se sert des interactions avec le cheval pour accompagner l'homme dans son parcours de vie, mais qui soit de soins, mais aussi de santé, de développement personnel ou même sportif. Donc il y a vraiment 5 domaines d'activité aujourd'hui de la médiation dans lesquels s'est engagée la fédération. Je vais vous donner quelques exemples, notamment avec l'inscription de l'équitation au Médico-Sport Santé, où vous pouvez retrouver toute une biographie, vous pouvez le consulter sur le Vidal du Sport qui est en ligne. Il y a toute une biographie qui a été travaillée avec la commission médicale, qui permet de faire ressortir toutes les études qui légitiment vraiment l'intérêt, les bienfaits du cheval pour l'humain. On a aussi vraiment un gros engagement sur le développement du sport santé, mais c'est plus large que le côté effectivement équitation, et là je vous remercie là-dessus, c'est sur vraiment l'ensemble des activités équestres, qu'elles soient à pied, montées ou en attelage. Il y a différentes études qui ont été menées, en partenariat aussi avec l'IFCE, sur vraiment objectiver les bienfaits de l'équitation, notamment sur les troubles des comportements des adolescents, mais aussi pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ou tout un tas de publics qui bénéficient des bienfaits de la médiation équine. Donc vraiment, je vous remercie de cet historique. Il y a, depuis 2017, un fort engagement de la fédération autour des 5 domaines, donc sur lequel on peut effectivement échanger. Oui, Monsieur le Président. Oui, je voudrais résumer tous nos amis. Il n'y a pas de bon enseignement d'équitation sans médiation entre l'animal et la personne, et inversement. Donc la médiation, ce n'est pas un champ réservé, c'est bien sûr universel à toutes nos démarches, à la fois d'hommes de cheval, de rencontres avec les animaux et d'enseignement de nos activités.